2002, une lettre parvient au siège d'un journal de Saint-Louis. Elle a été envoyée par un homme qui prétend être un tueur en série. Et elle est accompagnée d'une carte qui indique l'emplacement du corps de l'une de ses victimes. Les enquêteurs vont utiliser cet indice improbable pour tenter d'identifier et de localiser le meurtrier. Lorsqu'un meurtre se produit, les policiers s'intéressent en priorité aux proches de la victime. Puis, en collectant indices et informations, ils tentent de déterminer les mobiles des principaux suspects. Cette méthode a fait ses preuves. Mais lorsqu'un tueur en série frappe aveuglément, lorsqu'un psychopathe massacre des prostituées en effaçant ses traces, les enquêteurs sont impuissants. La plupart du temps, ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre que le prédateur relâche sa vigilance et commette une erreur. De l'autre côté du fleuve de la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, se trouve East Saint-Louis, situé dans l'Illinois. Des prostituées y font le trottoir, souvent pour financer leur dépendance à la drogue. Alyssa Green Wade, âgée de 34 ans, prise au piège dans ce cycle infernal, était l'une d'entre elles. Quand on aime une personne, c'est très dur de voir qu'on ne peut rien faire pour elle. En avril 2001, on a retrouvé le corps d'Alyssa Green Wade dans le parc de Washington, dans l'Illinois. Elle avait été étranglée. Des marques aux poignets et aux chevilles révélaient qu'on l'avait ligotée. À côté du corps se trouvait une empreinte de pneu. On l'a photographiée et analysée. Il s'agissait d'un pneu Bridgestone Potenza. Quelques jours plus tard, la police a retrouvé 3 corps, 3 prostituées. Les victimes étaient étendues par terre, juste à côté de la route. Sur l'un des corps, on a retrouvé des indices. Le corps de Betty James n'avait pas été traîné, mais il y avait des traces importantes de pneus sur sa jambe. Les empreintes étaient celles d'un pneu Goodrich Advantage. Ce n'étaient pas les mêmes que les précédentes. Au cours des 5 mois qui ont suivi, 3 autres corps ont été retrouvés dans les rues d'East Saint-Louis. Les tests pratiqués sur les corps ont révélé des traces de viol. La police de Saint-Louis était persuadée qu'il s'agissait du même individu qui avait commis ces meurtres aux caractéristiques semblables. Les victimes avaient été jetées là. On voyait vraiment que le tueur n'avait pas cherché à les dissimuler ou à maquiller son crime. Il les avait abandonnées là. 6 mois après le premier crime, les meurtres ont cessé. Le temps a passé et on n'a pas trouvé de nouveaux corps. On a imaginé que le tueur était soit en prison, soit qu'il était mort ou qu'il avait déménagé. La police de Saint-Louis a demandé l'assistance du FBI. L'agent Mélanie Jiménez a été chargée de l'enquête. J'ai compilé toutes les données pour les envoyer à notre département d'études comportementales qui se trouve à Quantico. Je voulais qu'ils puissent déterminer le profil psychologique de cette personne. Bob Morton, un comportementaliste chargé du dossier, a compris tout de suite que ces meurtres allaient être difficiles à élucider. Il n'y avait pas de lien entre le client et la prostituée. Cet anonymat a permis d'agir sans laisser de traces. Or, la plupart des meurtres se produisent entre les personnes d'une même communauté. Si vous trouvez une victime qui est noire, son assaillant sera noir aussi. Pendant 3 mois, on n'a plus entendu parler du tueur. Et puis soudain, sans raison apparente, les assassinats ont recommencé. Au cours des 5 mois qui ont suivi, d'autres corps ont été retrouvés dans les rues d'East Saint-Louis. C'étaient ceux de Verona Thompson, Yvonne Cruz et Brenda Bisley. On comptait désormais 10 victimes. Bill Smith a écrit sur cette affaire dans le Saint-Louis Post-Dispatch. L'un de ses articles décrivait l'une des victimes du tueur en série, Teresa Wilson. J'avais essayé de donner un côté humain à cette histoire de femme qui avait déshumanisé sa propre vie
en se laissant entraîner dans ces histoires de prostitution et de drogue. Naît-on tueur en série? Neurologues, psychologues et criminologues se penchent sur cette question depuis près d'un siècle. Les spécialistes parlent aujourd'hui d'une triade de symptômes. Les meurtriers multirécidivistes ont des tendances pyromanes. Ils torturent les animaux et 60% d'entre eux souffrent d'énurésie, c'est-à-dire d'incontinence nocturne. Il existe d'autres points communs aux tueurs. Les maltraitances durant leur enfance par des parents tyranniques et une expérience traumatisante comme un viol. Les blessures à la tête leur sont également communes. La zone cérébrale nommée limbique, qui abrite le siège de la mémoire et des émotions, est chez eux souvent dégradée. Mais revenons-en à notre affaire. 5 jours après la publication de l'article de Bill Smith consacré à Teresa Wilson, l'une des prostituées assassinées, une lettre anonyme parvient au siège du journal. L'adresse de retour était inhabituelle. Le timbre avait été collé à l'envers. À première vue, j'ai cru qu'il s'agissait d'un canular et que cette personne se fichait de moi. Cher Bill, sobre et excellent récit sur la vie de Teresa Wilson. Écrivez-en un sur Greenwade. S'il est bon, je vous indiquerai où trouver tous les autres corps. Pour vous prouver que j'existe, voici l'adresse de la numéro 17. Cherchez dans un périmètre de 5 mètres autour de la croix. Écrivez son histoire dans le journal de dimanche comme pour la précédente. Je crois qu'il était furieux. Il voulait nous montrer que ces personnes n'étaient pas des êtres humains et donc qu'il avait le droit de faire ce qu'il faisait. La lettre faisait référence à 17 meurtres, bien que la police n'en ait trouvé que 10. L'adresse de retour contenait les mots « I thraldom », « moi l'esclave », un site internet sur l'esclavage. La lettre était accompagnée d'une carte représentant l'autoroute 67. Dans une zone éloignée, il avait dessiné une croix. Je n'y croyais pas. Cela semblait irréel. Cela faisait presque 25 ans que je faisais du journalisme. Et je n'avais jamais vu ça auparavant. J'en ai presque oublié mon métier pendant quelques minutes. Je ne savais plus quelles questions me poser. Bill Smith a envoyé la lettre aux autorités. Il y avait beaucoup d'arrogance dans le ton de cette lettre, on le sentait fier de lui. Il se croyait plus intelligent que tout le monde en envoyant cette lettre et on pouvait le remercier pour ce qu'il faisait. J'ai immédiatement pensé qu'il voulait attirer l'attention sur lui. La police a fouillé la zone indiquée dans la carte et a découvert les restes d'un autre corps. Les doutes n'étaient plus possibles. Il s'agissait bien d'une lettre écrite par le tueur. Mais qui était-il et d'où cette lettre provenait-elle? L'adresse de retour indiquait New York, mais le cachet de la poste prouvait que la lettre avait été postée à Saint-Louis. La lettre et la carte avaient été imprimées à partir d'un ordinateur. La carte avait été coupée pour ne pas laisser apparaître le nom de la société ou des auteurs qui l'avaient produite. Cela avait dû lui prendre du temps, car il n'était pas allé dans une bibliothèque pour ne pas se montrer, ni dans un café internet d'où il aurait pu avoir accès à un ordinateur. On peut faire ce genre de choses chez soi et l'imprimer. La carte était d'ailleurs imprimée sur le même papier que la lettre. La carte venait d'Internet ou d'un CD-ROM. Leurs systèmes de cartographie sont très semblables. Il n'avait pas photographié ou photocopié une carte routière. Cet homme est un agent qui travaille pour la police de l'État de l'Illinois. Vu la nature de son travail, nous ne pouvons vous révéler son identité. On lui a confié la tâche pénible de retrouver le propriétaire de la carte ou ses auteurs. Il a comparé cette carte avec tous les CD-ROM ou les sites internet existants qui fournissent des cartes et des adresses. Après de nombreuses recherches, il est tombé sur la carte utilisée par le tueur sur le site appelé expedia.com.
Ce site était plus celui d'une agence de voyage qu'un site de cartes. On y trouve des voyages, mais aussi des locations de voitures, des prix réduits pour aller dans les parcs de loisirs, toute une gamme de choses comme ça. Expedia leur a indiqué que Microsoft leur fournissait la carte. La carte leur appartenait en exclusivité. Aucun autre site qu'Expedia ne pouvait disposer de cette carte. Le FBI a donc recherché le nom de toutes les personnes qui avaient eu accès à cette carte de Saint-Louis entre la parution de l'article le 19 mai et le cachet de la lettre datée du 21 mai. Cela nous donnait 5 jours pour trouver qui avait utilisé cette carte par Internet. Microsoft a reçu l'obligation d'analyser toutes les données enregistrées et a découvert qu'une seule personne avait téléchargé cette carte pendant ce laps de temps. La taille de la carte téléchargée était identique à celle qui avait été envoyée au journal. Les enquêteurs devaient maintenant localiser l'ordinateur. Microsoft ne pouvait pas leur fournir le nom de la personne, mais son numéro IP. Quand on se connecte, on reçoit un numéro IP, l'adresse Internet Protocol, et ce numéro vous suit partout où vous allez. Les enquêteurs ont procédé à une recherche inversée d'IP, technique qui sert aussi à retrouver les utilisateurs de sites pornographiques d'enfants. L'adresse IP, constituée de 4 séries de chiffres séparés par des virgules, peut identifier un ordinateur grâce à Internet. Les ordinateurs, reliés à un réseau par une connexion fixe, ont une adresse IP permanente. Ceux qui passent par le téléphone reçoivent, eux, une adresse IP à chaque connexion. Pour retrouver l'utilisateur de cette adresse IP, le FBI a interrogé Word.com, fournisseur d'accès à Internet. Word.com a retrouvé l'heure de la connexion. La carte avait été téléchargée à 19h36 le 20 mai à travers le site Expedia et en utilisant le service en ligne MSN. Quand on a reçu cette information, on a interrogé MSN qui nous a renvoyé vers Microsoft, leur fournisseur, comme pour Expedia. Et Microsoft nous a donné le nom de la personne, son mode de facturation, son adresse et son numéro de téléphone. La carte indiquant l'emplacement du corps de sa dernière victime a été téléchargée par une personne enregistrée sous le nom de Maury Travis. S'il s'agit bien du tueur en série, sa vanité risque de le perdre. Le désir d'accroître sa notoriété, de faire parler de lui dans la presse, l'aura poussé à commettre une erreur. Car, comme d'ailleurs la plupart des gens à l'époque, il ignorait la traçabilité des communications informatisées. Il ignorait que les producteurs de logiciels, les sociétés de services Internet et les fournisseurs d'accès stockent toutes les informations et qu'ils sont en mesure, sur commission rogatoire, de les restituer à la police. Cependant, une ultime question se pose encore. Maury Travis est-il bien l'assassin de la dizaine de prostituées? Le nom semblait correspondre à une personne existante, mais cela ne voulait pas forcément dire qu'il s'agissait d'une véritable identité. La maison se trouvait dans une banlieue de Saint-Louis à Ferguson, un quartier paisible où vivait la moyenne bourgeoisie. Elle appartenait à une femme de 55 ans, sans casier judiciaire. Les enquêteurs ont décidé de lui rendre visite. J'ai frappé à la porte et j'ai répété au moins 3 fois « FBI, nous avons un mandat de perquisition ». Finalement, un homme et une femme ont ouvert la porte. L'homme était furieux, il était en caleçon et la première chose qu'il a dite était « Il est 7 heures du matin ». J'ai répondu « Vous avez raison, il est 7 heures du matin et nous avons un mandat fédéral de perquisition ». Il a répondu « D'accord, mais vous êtes là pourquoi ?» Nous lui avons répondu « Vous savez pourquoi on est là ». Il a baissé la tête et nous a répondu « Oui, je sais pourquoi vous êtes là ». À l'intérieur, la police a trouvé un ordinateur, une perruque de femme, des chaussures,
un fusil assommoir et une collection de vidéos amateurs. Le sous-sol était maculé de sang. Il y en avait sur le plafond, les murs, les portes, la moquette et même le mobilier. L'homme était âgé de 36 ans et s'appelait bien Maury Travis. Il travaillait dans un restaurant et avait fait de la prison pour vol à main armée. La maison appartenait à sa mère, mais elle ne vivait pas là. La jeune femme était la petite amie de Travis et elle a déclaré n'avoir jamais mis les pieds dans le sous-sol. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la maison et il ne tenait pas à ce qu'elle soit au courant. Sur le bureau, il y avait un meuble de rangement. Nous l'avons ouvert. Il contenait un sac à dos qui semblait être le sac dont il se servait pour ses activités. On a trouvé des bandes adhésives, des cordes, des sangles pour attacher ses victimes et des bas qu'il utilisait comme des gants. Les experts en criminalistique ont prélevé des échantillons de sang dans le sous-sol pour l'analyser. C'était un mélange de sang ayant appartenu à 6 personnes. Personne n'a jamais rien remarqué d'anormal ici. Ça fait peur. On croit qu'on habite un quartier sûr et en fait, on ne connaît pas ses voisins. Sur son disque dur d'ordinateur, les enquêteurs ont trouvé plusieurs brouillons de la lettre envoyée au journal. Dans la maison, il y avait aussi 2 voitures. L'une des voitures avait des pneus Goodrich Advantage qui correspondaient aux traces laissées sur la jambe de Betty James. Sur l'autre voiture, le pneu était un Bridgestone Potenza. Ces empreintes étaient les mêmes que celles relevées à côté du corps d'Alyssa Greenwade. Travis a été emmené au commissariat central de la police de Saint-Louis. Il ne parlait pas de ses crimes. On ne lui a posé aucune question là-dessus. On voulait surtout qu'il coopère et qu'il nous indique où était le corps des autres victimes. Il avait prétendu dans sa lettre qu'il y en avait 17. On voulait avant tout retrouver les autres victimes. Vous savez peut-être de quoi je parle, mais il était vraiment diabolique. Je n'avais jamais interrogé quelqu'un comme lui. Le monde entier tournait autour de lui. Il voulait tout contrôler et être le centre de tout. Il n'avait aucun remords, rien. C'était un vrai monstre, le diable incarné. Les policiers ont découvert avec horreur ce qui ressemble à la chambre de torture de Maury Travis. Un endroit lugubre, maculé de sang. Les enquêteurs ont utilisé l'outil Internet pour identifier et localiser les suspects. Puis, ils ont recueilli une moisson de preuves matérielles, traces de sang, empreintes de pneus, brouillons de la lettre anonyme envoyée au journal. Afin de boucler l'affaire et de transmettre au procureur un dossier accablant, il ne manque plus qu'un élément aux enquêteurs. Lors d'un interrogatoire, quand Travis leur demande à boire, la chance leur sourit. Quand il s'est rendu dans une autre pièce, on a pris la canette pour la faire analyser. Mary Bescar a essuyé l'ouverture pour trouver dans la salive de Travis des cellules épithéliales qui permettent de faire le test ADN. Quand on a eu l'ADN de Travis, on l'a comparé avec le résultat des prélèvements faits sur 2 des victimes, Yvonne Cruz et Brenda Bisley. C'était le même ADN. Travis a finalement demandé à la police comment on l'avait retrouvé. On lui a dit avoir fait une recherche sur les ordinateurs et Internet. Il a lancé quelques jurons, ensuite il a dit quelques mots gentils sur Internet et il a de nouveau insulté son ordinateur. Il était absolument furieux. Il ne réalisait pas vraiment ce qu'il avait fait. Quand il s'en est rendu compte, le ciel lui est tombé sur la tête. Pendant l'interrogatoire, Travis a refusé d'indiquer où il avait enterré les autres victimes. Le 7 juin 2002, Maury Troy Travis a été inculpé pour enlèvement et meurtre. Les vidéos qu'on avait trouvées chez lui le montraient en train de s'amuser avec différentes femmes. Mais une des vidéos
contenait des images épouvantables. Jamais la police n'avait vu de telles horreurs. Il s'est même filmé en train de commettre un meurtre sur une de ces jeunes femmes. Ce qui se passait dans sa tête, les raisons qu'il avait, c'est ce que je cherche à comprendre, comment une personne en arrive à faire ça. Je la vois en train de le supplier, de lutter pour sa vie. Et lui qui l'étrangle, qui la tue et la laisse à moitié nue, pieds et poings liés. Ça a été difficile. Les enquêteurs ont aussi découvert des plans. Travis prévoyait d'agrandir sa forteresse en sous-sol. Il avait l'intention de construire une espèce de bunker avec 2 cellules dans son sous-sol. Il avait commandé des menottes et des fers sur Internet et lancé des appels d'offres pour faire les travaux de sa forteresse secrète. On ne sait pas jusqu'où il sera allé. D'après les preuves qu'on a trouvées sur son ordinateur, les enquêteurs pensent que Travis prenait plaisir à lire les articles qui relataient ses crimes. La police dit que ce type de personne vit par procuration, en lisant dans les médias le récit de leurs crimes. Ils lisent l'article, ils regardent les nouvelles, et de cette manière, ils revivent leurs crimes pour en tirer une sorte d'excitation. Le soir du 22 mai, Travis a tapé la lettre qu'il a envoyée au journaliste Bill Smith. À 19h36, il s'est rendu sur le site d'expedia.com. Il a trouvé une carte qu'il pouvait utiliser pour montrer aux autorités où se trouvait l'une de ses victimes. Une fois la carte téléchargée, il a découpé la mention signalant les droits d'auteur, croyant éliminer ainsi toute possibilité de le retrouver. Mais il s'est trompé. La carte a joué le rôle d'une empreinte digitale. C'est une véritable empreinte informatique. On résout de nombreux crimes de cette manière. Les enquêteurs utilisent constamment ces méthodes de recherche en ligne. Dans l'attente de son procès, Maury Travis a été incarcéré. On l'a placé sous surveillance 24 heures sur 24 pour éviter qu'il ne se suicide. Il ne voulait pas retourner en prison, il nous l'a fait clairement savoir. Il disait « Je ne retournerai pas en prison, vous n'allez pas me faire l'injection ». Pour une raison indéterminée, les gardes ont omis de le fouiller des pieds à la tête à 2 reprises. Le temps suffisant pour que Travis se pende dans sa cellule sans jamais reconnaître sa culpabilité ni indiquer à la police où se trouvaient ses autres victimes. Ils l'ont littéralement laissé filer entre leurs doigts. Dire que j'étais fâché, ou que les gens au journal, ou que le quartier était fâché, c'est peu dire. Les gens étaient absolument furieux. Et les familles de ces femmes victimes auraient dû être furieuses. Cela n'aurait jamais dû se produire. Travis a emporté les réponses dans sa tombe. Il nous a laissés avec 1 million de questions. C'est extraordinaire d'avoir un tel outil. Grâce à l'analyse d'un ordinateur, on a été capable de retrouver ce genre de criminels. Si quelqu'un m'avait dit « Hey, ce gars va t'envoyer une carte qui va permettre aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui », je n'y aurais jamais cru, même dans mes rêves. C'est comme s'il m'envoyait une carte et me disait « Voilà, tu vas pouvoir me retrouver. La croix, c'est là où je suis. » C'est exceptionnel, n'est-ce pas? Maury Travis a préféré se suicider dans sa cellule plutôt que d'avoir à répondre de ses actes devant la justice des hommes. Tel a été son choix. Cette affaire a démontré de façon éclatante la puissance des réseaux Internet et la vulnérabilité des internautes face à un outil tentaculaire et infaillible. En France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect de l'identité humaine, aux droits de l'homme et à la vie privée. La CNIL procède ainsi aux vérifications nécessaires dans le cadre du droit d'accès aux fichiers intéressant la sécurité publique et la sûreté de l'État et délivre à toute personne qui en fait la demande un extrait de la liste des traitements qui lui sont déclarés.
ce bouclier juridique est-il suffisant pour éviter dérapage et abus de pouvoir? La question reste posée, car que nous le voulions ou non, comme l'anticipait George Orwell dans son roman 1984, nous sommes entrés sans possibilité de retour dans le monde inquiétant de Big Brother. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.